hélas, si on ne change pas de politique, si on ne change pas de modèle de développement, il n'y a aucune raison, ni en zone euro, ni aux États-Unis, ni au Japon, il n'y a aucune raison que ça aille mieux. Bonjour à tous, merci d'être là. Je voudrais vous montrer comment le collectif Roosevelt pense qu'on peut sortir du chômage, alors que la plupart de nos pays s'enfoncent dans le chômage et la précarité. Nous, on est convaincus qu'il y a des solutions. Premier point quand même qu'on voudrait souligner, c'est la gravité de la situation. Vous connaissez les chiffres, c'est juste une copie d'écran de Pôle emploi. 1 200 000 chômeurs de plus en France depuis 5 ans. 1 200 000 hommes et femmes qui sont inscrits à Pôle emploi. C'est déjà des chiffres assez catastrophiques, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand, par exemple, on nous dit qu'en un mois, le chômage a augmenté de 26 000, c'est le stock de chômage, c'est le solde qui a augmenté de 26 000. Mais en gros, tous les mois, il y a 30 000 chômeurs de plus et puis 80 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées un cran plus bas. Depuis un an, en France, il y a en gros 400 000 chômeurs de plus et 500 000 personnes qui ne sont pas comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées plus bas. 900 000 hommes et femmes qui ont morflé. Donc, il y en a peut-être ici dans la salle, il y en a dans vos familles, parmi vos copains. On comprend pourquoi tout le monde dit que le chômage et la précarité sont le problème numéro 1. 900 000 personnes qui sont directement touchées dans leur vie quotidienne en un an, c'est quand même assez catastrophique. Et parmi ceux qui retrouvent du boulot, il ne s'agit pas de faire du Zola. Il y a heureusement des gens qui ont un boulot intéressant, bien payé, sympa. Mais les CDD représentent 84% des embauches depuis le début 2013. Et les CDI à temps plein, les emplois normaux, sont moins de 10% des embauches. Donc derrière tous ces chiffres, c'est des vies humaines qui sont foutues en l'air. L'autre jour, en amenant un de mes fistons à l'école, il a fallu appeler les pompiers. C'est un gars qui est rue de la Roquette, qui dort dehors. Il a force de boire un coup en trop tous les soirs pour se remonter le moral. Il s'est bien abîmé. Moi, tous les soirs, je suis frappé de voir les gens qui attendent les poubelles du Carrefour ou de la rue de la Roquette. On est dans un pays qui n'a jamais été aussi riche. Globalement, malgré la crise, on n'a jamais été aussi riche. Et on n'a jamais vu autant de gens en situation de pauvreté, de gens qui sentent mauvais, des gens qui attendent les poubelles pour trouver de la nourriture. C'est quand même un vrai scandale. Donc si on a créé le collectif Roosevelt avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, avec Edgar Morin, avec des gens très différents. Au début, on était 7 chez Stéphane Hessel. Maintenant, on est un peu plus de 100 000 en France. Puis il y a des groupes aussi en Belgique, en Espagne ou au Portugal. Si on a créé ce collectif, c'est qu'on refuse ce niveau d'injustice et d'inégalité. Et puis ce qui nous guide, c'est le fait que chacun de nous, malgré la crise, on n'a aucune envie de renoncer au droit au bonheur. Alors chacun y met le contenu qu'il veut. Moi, c'est la photo d'un de mes fistons dans une fête de famille. Il joue au foot avec des cousins, la vie est belle. Donc on pense que le but de l'action collective, c'est de faire bouger la société pour que chacun et chacune ait un boulot correct, un boulot intéressant, un logement. Et puis, ce n'est pas seulement ça, c'est que chacun et chacune puisse vivre pleinement ce droit au bonheur. Alors concrètement, comment on fait pour sortir de la crise ? Un débat sans doute fondamental pour notre pays, c'est est-ce qu'on peut compter sur la croissance pour sortir du chômage ? Parce que tous les partis qui se succèdent au gouvernement depuis 30 ans, UMP comme PS, nous disent en gros, on met quelques rustines, mais vous inquiétez pas, la croissance va bientôt revenir. Si on compte sur la croissance pour sortir du chômage, je vous rappelle qu'il faut à peu près 2,5% de croissance si on ne veut pas donner aux gens des petits boulots. Parce que les bébés qui sont nés il y a 25 ans deviennent adultes et cherchent du boulot, parce qu'avec les réformes des retraites, ceux qui ont un emploi travaillent un peu plus longtemps, et parce qu'on fait des gains de productivité. Donc il faut 2,5% de croissance pour commencer à vraiment faire reculer le chômage. Vous voyez sur cette courbe, c'est la croissance depuis 1960, que ça fait quand même déjà 30 ans, un peu plus de 30 ans, qu'on n'a pas le taux de croissance qu'il nous faudrait, sur lequel l'UMP et le PS misent pour sortir de la crise. Donc déjà, avant la crise des subprimes, compter sur la croissance, ça nous paraissait une erreur, pour être gentil. La première bombe dans l'économie mondiale, c'est la dette totale aux États-Unis. Ça, c'est la dette de tous les acteurs. Et vous voyez que même après la crise de 29, on n'avait pas atteint un tel niveau de dette. Et qu'il faut de plus en plus de dettes pour un résultat économique de plus en plus faible. Il y a 3 semaines, il y avait le grand discours de rentrée de Ben Bernanke. Et tout le monde pensait que Bernanke allait dire « les États-Unis vont mieux, on peut calmer le jeu sur la création monétaire ». Je rappelle que les États-Unis ont créé en gros 900 milliards à partir de rien, 900 milliards de dollars depuis un an, pour financer les bons du Trésor. Depuis quelques mois, tout le monde disait Bernanke va dire on calme le jeu, on ne peut pas continuer comme ça à faire tourner la planche à billets. Et en fait, Bernanke a dit non, je ne peux pas débrancher le malade. Bernanke a dit les États-Unis ne vont pas mieux, les États-Unis continuent à s'enfoncer dans la crise, malgré 900 milliards créés à partir de rien, malgré des déficits tout à fait importants. C'est la première fois que le patron d'une banque centrale faisait ce type de discours. On n'en a pas beaucoup parlé en France, alors je crois que c'est un discours historique. Bernanke a dit le bon indicateur, ce n'est pas l'inflation,
ce n'est pas la croissance, ce n'est pas le chômage. Il a dit le vrai indicateur, c'est le taux d'activité. Il a dit le taux de chômage est mensonger. Officiellement, le chômage est à 7 ou 7,5 aux États-Unis. Mais tous les mois, il y a 300 000 ou 400 000 Américains qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils tombent dans les chômeurs découragés. Et donc, il a dit le vrai indicateur pour nous tous, ça devrait être le taux d'activité. Et il n'y a plus que 63% des Américains qui sont actifs. Actifs avec un boulot ou actifs au chômage. Mais donc, Bernanke a dit en gros, le roi est nu. Il dit je ne sais plus quoi faire. Même en ayant créé 900 milliards, ce qui est colossal, les États-Unis continuent à s'enfoncer. Une semaine après, c'est le Premier ministre du Japon qui disait lui aussi « le roi est nu ». Même avec un déficit de 10% du PIB, la consommation au Japon recule, moins 1,6 sur l'année. Je ne sais plus quoi faire. Donc tous les blagueurs qui vous disent « vous inquiétez pas, il y a un indicateur là qui dit que la crise est bientôt finie ». L'autre jour, Patrick Artus a fait une étude très intéressante qui montre qu'il n'y a aucune raison, hélas, si on ne change pas de politique, si on ne change pas de modèle de développement, il n'y a aucune raison, ni en zone euro, ni aux États-Unis, ni au Japon, il n'y a aucune raison que ça aille mieux. Artus disait, tous ceux qui vous disent que la crise est bientôt finie, c'est juste un optimisme de fatigue. Au bout de 5 ans, ils en ont marre, et c'est tout à fait humain, on en a marre de la crise, on aimerait que ça s'arrête, mais il n'y a aucune raison rationnelle de penser que la croissance va revenir et va régler les problèmes. Donc ça, c'est la situation des États-Unis, une dette qui augmente de plus en plus avec rendue possible par une création monétaire énorme, et malgré ça, ça ne règle aucun problème. L'autre bombe, c'est l'économie chinoise. Je n'ai pas le temps de développer, mais la Chine est le pays le plus instable du monde, parce que la consommation des ménages, ça n'est que 28% du PIB, comme il y a des millions de Chinois qui sont payés 1 ou 2 dollars par jour. Et donc la Chine dépend beaucoup des exportations vers le reste du monde et de l'investissement. Donc, quand les exportations se sont plantées vers le reste du monde en 2009, la Chine a fait des plans de relance énormes par la dette publique et puis en demandant aux banques d'accepter n'importe quelle demande de crédit. Donc, en un an, ils ont mis 30% du PIB sur la table, rien que par les crédits privés. Et ça a été la plus grosse bulle immobilière qu'on a jamais vue. Même en Espagne, la bulle immobilière n'a pas atteint de telles proportions. Et là, le problème, c'est qu'elle est en train de péter. Un exemple, vous voyez un village chinois qui s'est offert un hôtel plus haut que la Tour Eiffel. Et c'est quand même du délire. Un petit village qui s'offre un immeuble de 328 mètres de haut. Et au sommet, il y a un hôtel de 5 étoiles avec une statue d'un bœuf d'1 tonne en or. Je ne sais pas s'il y a des psychiatres dans la salle, mais il faudrait savoir pourquoi un village veut montrer qu'il en a une plus grande que le voisin. Ils sont endettés sur un siècle. C'est juste du délire, c'est un délire. Mais voilà, c'est la bulle immobilière la plus grosse. Même en Espagne, elle n'avait pas atteint de telles proportions. Et ça y est, elle est en train d'éclater dans plusieurs régions. Une étude de The Economist montre que ça y est, les prix de l'immobilier dans la plupart des régions commencent à baisser en Chine. En Espagne, Zapatero a démissionné. Au bout de 2 ans, Zapatero a dit « je ne sais plus quoi faire, il y a des millions de précaires, il y a des millions de chômeurs dans la rue, je démissionne ». En Chine, ils n'ont aucune envie de démissionner, ce ne sont pas du tout des démocrates. La réponse de la Chine, c'est « on va doubler le budget militaire d'ici 3 ans et on aura 4 fois le budget du Japon, qui est l'ennemi héréditaire ». Le Japon a fait pas mal d'atrocités en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pas mal de dirigeants chinois et le peuple chinois attendent le match retour. Donc il n'est pas sûr du tout que la crise finisse bien. Le patron de la Banque d'Angleterre disait « la prochaine crise risque d'être plus grave que celle de 1930 ». Donc on a pour nos dirigeants, pour nous comme citoyens, 2 stratégies radicalement différentes. Ou bien on pense que la crise n'était qu'une parenthèse et que dans quelques mois, youpla boum, tout va bien. Ou bien on pense au contraire que ça peut, de nouveau, on peut avoir une deuxième crise plus grave que la première et qu'on a un temps limité, on ne sait pas si c'est quelques mois, 1 an, 2 ans, on a un temps limité avant la prochaine crise. Et donc, il est urgent de renforcer la cohésion sociale et de faire naître un nouveau modèle avant que l'ancien s'effondre. Concrètement, d'où vient la crise? On ne peut pas comprendre la crise si on ne vous regarde pas cette courbe. C'est la dette totale aux États-Unis depuis 1950. Et on voit que jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, il n'y avait pas besoin de dette, ni de dette privée, ni de dette publique. Et c'est vraiment depuis la mise en place des politiques de dérégulation qu'il y a besoin et de plus de dette privée et de plus de dette publique. Donc, on voit bien que pourquoi pendant 30 ans il y avait eu cette stabilité, cette prospérité sans dette? C'est parce qu'il y avait des règles sociales qui assuraient un partage équitable entre les actionnaires et les salariés. Et puis, les politiques de dérégulation ont amené à une baisse de la part des salaires dans tous les pays occidentaux. C'est à partir de ce moment-là qu'on a poussé les gens à s'endetter. Ce qu'on ne donnait pas par le salaire, on permettait aux gens de l'avoir par la dette privée. C'est comme ça qu'on pouvait maintenir une consommation forte, même s'il y avait un déséquilibre tout à fait important. Donc on voit qu'au total, en 30 ans, il y a à peu près 150% du PIB qui aurait dû aller aux salariés, qui aurait dû aller aux caisses de sécu, aux caisses de retraite, qui aurait dû aller à l'État via la TVA, et qui sont partis vers les marchés financiers. Donc c'est pour ça que la question de la lutte contre les paradis fiscaux, la question de la taxe Tobin au niveau européen, la question d'une fiscalité européenne, ce sont des questions fondamentales
pour récupérer une partie de ces 150% du PIB et pour les remettre au service de l'économie réelle. On met en avant 15 solutions, parce que quand Roosevelt est arrivé au pouvoir en 1933, il avait fait passer 15 réformes en 3 mois. Ça n'avait pas réglé tous les problèmes, mais au moment où l'Europe tombait dans la barbarie, Roosevelt avait sauvé la démocratie et sauvé la cohésion sociale aux États-Unis. Donc le monde a évidemment changé depuis 1933, mais on s'est mis d'accord sur 15 solutions pour sortir de la crise. Concrètement, je vais très vite, ça peut être donner de l'oxygène aux États. Comment se fait-il qu'on ait trouvé 1 000 milliards pour sauver les banques au taux de 1% ou au taux de 0,01% aux États-Unis, et que quand les pays d'Europe ont besoin d'emprunter, c'est à des taux de 3, de 6 ou de 8% beaucoup plus élevés. Donner l'oxygène, c'est aussi lutter contre le dumping fiscal européen. Vous voyez que depuis que l'Irlande est rentrée, tous les pays baissent leurs impôts pour éviter que les entreprises aillent chez le concurrent. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais dans tous nos pays, on baisse l'impôt pour éviter les départs. Donc une des solutions, ce serait de créer un impôt européen, non pas un impôt sur les personnes, mais un impôt sur les dividendes, sur les bénéfices non réinvestis. Comment faire aussi pour lutter contre le chômage? C'est éviter les délocalisations. Vous avez vu en Bretagne, c'est par paquet de 600 ou de 900 qu'il y a des licenciements. Comment est-ce qu'on peut résister dans l'industrie de la charcuterie, dans l'industrie agroalimentaire? Payer un salarié en Bretagne, ça coûte 30 € de l'heure, alors que dans l'Est de l'Allemagne, vous avez des gens qui travaillent pour 6 € de l'heure. Donc en 2003, on avait rédigé un traité de convergence sociale. On avait été reçu par Romano Prodi. Il y avait des gens de 5 pays. Là, vous voyez Elio Di Rupo, qui est le Premier ministre belge. Et Romano Prodi disait qu'il faut mettre un traité de convergence sociale. Dans le traité de Maastricht, il y avait 5 critères financiers et monétaires. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une vraie convergence en matière sociale? Bonne nouvelle, et Merkel et Hollande disent qu'il faut des nouveaux traités d'ici 2 ans. Autre bonne nouvelle, l'Angleterre prend ses distances. C'est le bon moment, avec 8 ou 9 pays, pour construire une Europe vraiment démocratique, une Europe sociale, où il y aurait ce type d'harmonisation sociale. Comment créer des emplois? C'est comment lutter contre le chômage, avoir une vraie politique du logement. On est le pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. Peut-être que parmi vous, il y en a qui cherchent un appartement. Et même en se mettant à 2 ou 3 en colocation, on voit que les loyers sont monstrueux. Aux Pays-Bas ou en Allemagne, on a mis des milliards sur le logement et on voit qu'on peut en même temps créer des emplois et faire baisser les loyers. On propose un pacte européen énergie-climat pouvoir d'achat, puisqu'Angela Merkel dit qu'elle aussi, sa priorité, c'est de réussir la transition énergétique et qu'elle a les mêmes problèmes de financement que nous. Donc on montre comment la Banque centrale pourrait financer pendant 20 ans un énorme plan d'isolation des bâtiments et d'économie d'énergie qui pourrait, d'après la Commission, permettre une économie de 1 000 € par famille et par an. Dernier point fondamental, c'est la question du temps de travail et des gains de productivité. D'où vient le chômage? Daniel Cohen disait l'autre jour, c'est seulement 10 ou 15% des destructions d'emplois qui viennent du fait que la mondialisation est mal régulée. L'essentiel des destructions d'emplois, l'essentiel du chômage, ça vient de notre incapacité à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité. Malgré les délocalisations, il ne faut pas se tromper, il y a des délocalisations, mais la production industrielle sur notre territoire continue d'augmenter. S'il y a du chômage, ça ne vient pas d'abord et avant tout des délocalisations. Einstein a fait un petit livre en 1933 où il expliquait les causes de la crise de 29. Et il disait la crise de 29 est singulièrement différente des crises précédentes. Elle vient des circonstances radicalement nouvelles dues au fulgurant progrès des méthodes de production. Et il expliquait que les progrès techniques, Ford, Taylor, au lieu de libérer les hommes, étaient responsables du chômage et de la précarité. Et Einstein disait qu'il fallait faire 3 choses, baisser le temps de travail, mettre en place un salaire minimum et réguler le commerce mondial. Et les fulgurants progrès des méthodes de production dont parlait Einstein, c'est ça. Et ça, personne n'en parle dans le débat public. Et du coup, la productivité qu'on a fait depuis 30 ans, grâce à notre intelligence, grâce aux ordinateurs, grâce aux robots, au lieu de profiter à tout le monde, elle débouche sur un partage du travail qui est complètement binaire. En France, vous avez des millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine, et ceux et celles qui ont un boulot normal sont toujours à 39,5 heures. C'est les derniers chiffres de l'INSEE. En France, un temps plein est toujours à plus de 39 heures. Donc c'est stupide, c'est binaire, ou bien tu ne travailles pas du tout, ou bien tu travailles plein pot. Une de nos 15 propositions, c'est négocier un partage du travail plus intelligent. En Espagne, c'est le patron de la commission du budget qui relance le débat sur la semaine de 4 jours. Et en France, on a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Chez Fleury-Michon, l'usine travaille 6 jours par semaine, mais tous les salariés font 4 jours. Quand vous mangez un yaourt Maminova, c'est pareil, l'usine travaille 6 jours par semaine, mais les salariés sont passés à 4 jours. On a créé 130 emplois, 130 personnes qui ont un boulot, qui cotisent, et tout le monde a une qualité de vie nouvelle. Et comment on le finance? L'entreprise qui passe à 4 jours arrête de payer les cotisations chômage si elle crée 10% d'emploi. Donc j'ai dit que si on ne faisait rien, on allait vers une crise majeure. Mais bonne nouvelle, si on a en même temps une vraie politique du logement, une vraie politique sur les économies d'énergie, une vraie politique sur le financement des PME, une vraie politique sur le temps de travail, on peut créer plus de 2,5 millions d'emplois. Maintenant, c'est à nous, citoyens, de choisir
Est-ce qu'on se résigne ou est-ce qu'on passe à l'action? Merci.